Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Scanner qui vous parvient tous les jours quand il est 9h. Merci de votre fidélité. C'est le dernier numéro de la semaine, il faut le rappeler. Vous nous écoutez un peu partout à travers la capitale. Merci de nous suivre du côté des Kaloum. Merci de nous écouter du côté de Ratoma, de Bessia, de Matoto. Merci de votre fidélité à l'intérieur du pays, à Labé, à Kankan, à Gérékoré. Merci de nous suivre également aussi à Bofa. Au menu de ce vendredi, accusé de calomnie, de diffamation et d'injure, le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, FSPE, reconnaît les faits et demande pardon aux plaignants lors du procès ouvert ce jeudi au tribunal de première instance de Mafanko. Cependant, le ministère public demande au tribunal de retenir Salif Camara dans les liens de la prévention. Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Toutes ces questions seront posées à notre invité, Maître Wan. Il est l'avocat du syndicaliste Salif Camara. Et puis au Sénégal, le Conseil constitutionnel a rétoqué mercredi 23 avril le texte voté au début du mois modifiant la loi d'amnistie adoptée en mars 2024 dans les dernières semaines du mandat de Macky Sall, une loi qui annule des poursuites judiciaires pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 au cours de manifestations de l'opposition ayant fait au moins 65 morts et des centaines d'opposants arrêtés. Le recours déposé par des députés de l'opposition dénonçait un texte taillé sur mesure pour permettre aux partisans du PASTEF aujourd'hui au pouvoir de ne pas être inquiétés. Le Conseil constitutionnel, dans son arrêt, a rendu invalide la loi d'amnistie révisée sous le régime de Macky Sall. Alors, s'achemine-t-on à des poursuites judiciaires contre des anciens dirigeants sous Macky? Analyse à suivre sur ces plateaux. Aux États-Unis, le gouvernement Trump a ordonné ce mercredi 24 avril la fermeture du Millennium Challenge Corporation, une agence d'aide internationale qui avait investi 17 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure depuis sa création il y a 20 ans, essentiellement sur le continent africain. Dans le monde, la Commission européenne a infligé mercredi 23 avril une amende de 500 millions d'euros à Apple et de 200 millions d'euros à Meta, l'ancien Facebook, pour des infractions à la concurrence. C'est le résultat d'une enquête entamée il y a un an en application du nouveau règlement européen sur les marchés numériques. Ces sanctions interviennent en pleine guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Peut-on parler d'un principe de réciprocité ou un réveil tardif? Nous en parlons également dans le Scanner. Voilà le menu de ce vendredi. Installez-vous confortablement. Le débat, c'est dans un instant. C'est parti pour 90 minutes de débat avec vous, Mohamed Loba, bonjour. Bonjour Yaya Diallo, bonjour à tous. Yamoucha Chek, bonjour. Et bonjour Yaya et bonjour à tous. Je m'en réjouis ce matin parce que quelqu'un doit se marier très bientôt, soit dans ce département ou même dans ce studio. Le 9, le 10, le 11 mai prochain, on va assister au mariage. Au mariage mondial du directeur de publication de Siam. Mariage du siècle. Mariage du siècle, mariage mondial. Ce qui a surpris beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, en tant que père de cette union, moi je m'en réjouis. Et j'invite tout le peuple de Guinée à venir répondre à l'appel le 9, le 10, le 11 mai prochain. Le directeur de publication du site d'information, du grand site d'information siaminfo.com va se marier. À l'occurrence, Mohamed Loba. Le grand directeur de publication. Merci quand même. Qui somnolait. Merci d'être là, Yamoussa Chek. Au même moment aussi, c'est le directeur de l'information du groupe Kavi Media qui a eu un prince sous son toit hier. Donc ce sont des événements heureux que nous avons appris à travers la direction des ressources humaines. Que des bonnes nouvelles. Oui, Mohamed Loba, le mariage est annoncé pour le 9, le 10 et le 11. Dans 2 semaines, l'homme va entrer dans la cour des grands. Le mariage du siècle. Félicitations encore une fois. Dans moins de 2 semaines, il va entrer dans la cour des grands.
Monsieur, encore une fois, félicitations. Merci, monsieur Diallo. Merci. On est encore très fiers de vous. Ah ben, Le mec, il y a quelle fierté. Non, mais on est fiers de lui. Non, mais pour le moment, on a... Enfin, Non, mais enfin, non, mais pour- enfin, on est fiers de vous. mais- très collé, enfin. Mais en attendant, je le conseille de suivre la série sénégalaise Madame, Monsieur. Vous regardez ça. Et donc, Ouais. si vous regardez ça, vous allez comprendre c'est quoi le mariage Ah ben, et tout le contour, mon frère. je suis né il y a longtemps. Donc, ça fait. C'est pas maintenant qu'il faut s'en réjouir. On va attendre la suite de l'événement, mais on espère Bien. qu'il va gérer l'affaire. Bien, bien. Et puis, avec vous, Yamoussa Cheikh, on le disait il y a de cela des jours, le procès qui est annoncé depuis le mardi passé a finalement eu lieu ce jeudi. À la surprise générale, Salifou Kamara reconnaît les faits et demande pardon au plaignant. Peut-être que ça vous a surpris, vous, Ouais. ou ça a surpris peut-être d'autres personnes, mais pour nous, ça ne nous a pas surpris, parce que dans cette émission, on en a parlé, et je vous ai parlé de toutes les tentatives de médiation qui ont été entreprises par l'homme pour éviter à ce que l'affaire soit judiciarisée, des tentatives qui se sont révélées infructueuses, parce que je vous ai dit dans cette même émission qu'il a eu l'intervention même du président du conseil du dialogue social, il y a eu l'intervention du Kuntigi de la Basse-Côte, même l'intervention du premier imam de la mosquée Faisal, selon les En informations. l'occurrence, c'est l'Asmama Salifou Et Kamara. tous ces gens sont intervenus pour assurer une médiation Oui. dans cette affaire, Oui. mais ça n'a pas porté fruit, et finalement les deux parties se sont invités à la justice, et c'est ce qui a conduit d'ailleurs au mandat de dépôt du syndicaliste secrétaire général de la fédération professionnelle, de la fédération syndicale professionnelle de l'éducation, la FSPE, et depuis le jeudi surpassé, l'homme a été convoqué à la DPJ, et finalement il a été présenté au procureur de la République près le TPI de Mafanko, qui a décidé de décerner un mandat de dépôt contre lui, et ça fait plus d'une semaine. D'ailleurs, il a tapé une semaine en prison avant l'ouverture de son procès. Hier donc, au TPI de Mafanko, Salifou Kamara a comparu et poursuivi pour injure, diffamation par sa trésorière elle-même, et qui est Radia Sarah Fofana. C'est la trésorière de la FSPE, Que nous avons tenté d'avoir hier. aussi tardivement la nuit. membre du bureau exécutif de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, La CNTG. la CNTG, Radia Sarah Fofana, qui a porté plainte contre lui au-delà de toutes les médiations entreprises. Et donc hier, Salifou a comparu. Il n'a pas eu grand-chose à dire, sauf encore réitérer ses excuses. L'homme s'est confondu. D'abord, il a reconnu les charges portées contre lui, les faits qui lui sont reprochés. Il a d'abord reconnu ces faits. En même temps, il s'est confondu aux excuses. Il est revenu un peu sur la genèse de l'affaire, parce que selon lui, l'audio dont on parle a été enregistré lors d'un entretien entre lui et Radia Sarah Fofana. Et comment cet entretien a eu lieu selon Salifou Kamara, il était question d'obtenir des fonds de la part de leurs partenaires syndicaux, et donc De partenaires financiers. partenaires financiers justement, et donc il devrait recevoir un montant, et la FSPE, la structure syndicale, devrait également changer de banque. Donc la trésorière était chargée de fournir un certain nombre de documents dans ce sens. Des documents comptables. Des documents comptables justement. C'est ainsi qu'il a eu cet entretien. Et selon Salifou, après l'entretien, sa femme, la femme du syndicaliste, s'est jetée sur lui pour l'accuser d'avoir des liens avec cette dame avec qui il était en train d'échanger au téléphone. Et donc le téléphone est tombé, il s'était pas coupé, l'appel n'était pas coupé, et donc il y a eu des explications entre lui et sa femme. Étant donné que l'appel était toujours
sur écoute. La dame, pardon, était toujours en train d'écouter la conversation qui se passait entre Salifou et sa femme. C'était dans cette intervention avec sa femme qu'il a réussi à tenir quelques propos. Et donc, la dame, Kadia Saran Fofana, a entendu ces propos. C'est les propos qui ont touché la dame qui a finalement décidé de porter plainte. Et donc hier, Salifou est revenu parce qu'il a tapé, il faut le dire, 1 semaine en prison avant de comparaître devant le tribunal de première instance de Mafanko. Et donc le syndicaliste s'est encore contenté de demander pardon, des excuses qui ont été acceptées par le mari de la dame qui était hier aussi présent au tribunal, en l'occurrence M. Tigane Silla, qui a accepté en disant qu'il est musulman et donc il accepte. Et donc il y a eu débat de fond. Mais est-ce que juridiquement son mari, est-ce que c'est lui qui a porté plainte ou sa femme? C'est sa femme selon nos informations qui a porté plainte, mais c'est le mari qui a encouragé la plainte. Et donc la femme a été représentée par son mari. La plaignante qui a appuyé la plainte justement. Et donc la plaignante a été représentée hier au tribunal par son mari. Le mari d'ailleurs qui a accepté les excuses du syndicaliste finalement. Et donc ce que les médiateurs, les religieux, le président du Conseil national du dialogue social n'ont pas réussi, peut-être hier ces excuses ont été acceptées à la barre devant un tribunal. Donc il ne fallait pas peut-être s'inviter là si on savait que ça allait finir ainsi. Mais de toute façon, il y a eu réquisitoire. Le ministère public a vu et a analysé la situation et a dit que les faits qui sont reprochés à Salifou sont condamnables et punis par la loi. Donc par conséquent, il a décidé de proposer 3 mois de prison assortis de sursis. Donc la défense du syndicaliste a plaidé pour la relaxe pure et simple de son client, à défaut de le condamner en fonction du temps déjà effectué en prison. Le tribunal pour trancher dans cette affaire a décidé de renvoyer l'affaire au 8 mai prochain pour son verdict. Et pendant ce temps, le syndicaliste va continuer à attendre en prison en attendant le 8 mai pour son verdict. Et donc c'est ce qui se passe. Peut-être on aura l'avocat de la défense dans cette émission qui on va poser toutes les questions parce qu'il faut dire Yaya, il y a beaucoup de dessous, il y a beaucoup de beaucoup de questions à poser. Sur lesquelles on reviendra forcément. Mais Mohamed, en attendant, qui s'excuse s'accuse qui s'excuse s'accuse parce que vous savez au départ nous on avait quand même compris à travers les explications des uns et des autres, notamment même hier avec, disons, le chargé de communication, je crois bien, de la FSPE, qui quand même prenait, disons, la défense disons, de son collègue concernant cette affaire aujourd'hui qui devient de plus en plus quand même fleuve ou une patate chaude, disons, dans la même de la personne aujourd'hui mise en cause. Salifou Camara qui reconnaît les faits, c'est-à-dire Carman donc prend à contre-pied, disons, ses proches qui quand même disait que c'était un acharnement contre lui. Tout simplement, il entérine la thèse selon laquelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il serait un récidiviste. Parce que dans ce sens, si vous reconnaissez les faits, ça veut dire tout simplement que les charges, c'est-à-dire les charges pour lesquelles vous êtes poursuivi, tout simplement s'avèrent. Bien, on reviendra tout à l'heure. On nous apprend que nous avons notre invité au bout de fil. Maître Ouane, il est l'avocat du syndicaliste Salifou Camara. Bonjour maître. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Yam Sachek, première question. Maître, votre client Salifou Camara a reconnu les faits d'injure et diffamation contre Dame Saran Fofana, qui est aussi syndicaliste. Hier, il a comparu devant le tribunal de première instance de Mafanko. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire pour nous? Tiens. Bon, tout à fait. Je vous remercie de m'avoir donné la parole pour parler de ce feuilleton Salifou Camara couplé Silla. Et cette affaire a pratiquement démarré il y a de cela plus d'un mois.
Yeah. Et c'est courant mois de carême que Salifou a reçu sa première convocation pour comparaître devant les services de la gendarmerie. Yeah. Bon, suite à cela, nous avons commencé les démarches, nous avons comparu. Mais compte tenu des charges qui étaient retenues à son encontre, et comme vous le saviez, en droit, c'est les faits. Yeah. Alors, et avec son accord, nous nous sommes entretenus parce que le devoir d'un avocat, ce n'est pas d'aller souvent en contestation, surtout quand tu n'as pas le droit de ton côté. Alors, nous avons jugé nécessaire, évidemment, Salifou et son conseil, de prendre une ligne de défense allant dans le sens de l'apaisement de cette affaire. Bien. Et c'est suite à cela qu'il y a eu, bon, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, c'est suite à cela que le dossier a été renvoyé par devant le parquet du tribunal de première instance de Mapankou. Après première comparution avec le procureur de la République, et après explication, et mon client a été mis sous mandat de dépôt, très malheureusement. Et suite à cela, nous nous sommes battus pour que l'affaire soit prise en flagrance, c'est-à-dire qu'il soit jugé le plus rapidement que possible. C'est ce qui a été, en principe d'ailleurs, l'affaire devrait passer depuis lundi, mais Salifou, malheureusement, il n'a pas la chance, lundi étant férié. Il n'a pu comparaître que le jeudi hier. Et bon, comme je viens de vous le dire, la ligne de défense a été constante devant le tribunal. Et de manière très civilisée, et le parquet civil, la défense, nous nous sommes battus pour la manifestation de la vérité. C'est suite à cela que le parquet de Mapankou a reculé à l'encontre de mon client qu'il soit condamné à 3 mois avec sursis. Et moi, de la défense, j'ai demandé au tribunal de condamner mon client autant qu'il a mis en prison. Et maintenant, à ce stade, la balle est dans le camp du tribunal. Le juge est un arbitre. C'est à lui de décider. Et très malheureusement pour Salifou aussi, le juge comparait à 8 peines, mais comme vous le saviez, le 1er mai, c'est jeudi à venir. Il n'y aura pas de boulot. Je pense que c'est cette mesure qui a imposé au tribunal de renvoyer l'affaire à 2 semaines, c'est-à-dire au 8, pour son verdict. C'est dans cette attente que nous sommes jusqu'à maintenant, monsieur le journaliste. Bien, alors, est-ce qu'on peut dire par là, puisque vous parlez de constance quand même dans ce dossier-là, pour un premier temps, on criait à un complot interne, en cas le camp de Salifou, ce qu'on disait. Alors, vous-même, la défense, vous n'étiez pas sur la même position. Vous disiez que c'est une affaire montée de toutes pièces. Finalement, à la surprise générale, Salifou Camara reconnaît les faits et présente des excuses. Qui l'a conseillé de faire cela? Bon, conseil ou pas, moi je pense que je ne suis pas saisi d'une affaire interne. Et il y a conflit ou pas, je suis saisi pour ce qui s'est passé entre le couple Silla et Salifou Camara. Mais, si j'ai quelques mots à dire par rapport à ça, monsieur le journaliste, ça c'est un conseil. Je vais vous dire que toute entité humaine a des hauts et des bas. Il y a des problèmes. Ce qui est important, c'est ce qui a été fait par Salifou hier. C'est de demander pardon, revenir à l'apaisement pour que cette organisation continue à survivre. Moi, je me dis, pour le moment, complot ou pas, moi, j'en sais pas. Moi, mon client, pour cette fois-ci, a été convoqué par devant les services de gendarmerie et au parquet de Mapankou pour faire d'injures et de diffamation. Pourtant, maître, l'article 358 du Code de procédure pénale est suivant quand même et était en votre faveur concernant l'enregistrement illicite d'une personne, surtout dans un espace privé. Bon, je suis entièrement d'accord avec vous que sur le plan technique, que ce dossier était discutable.
sur le plan technique. Mais dans une procédure correctionnelle, ce qui est important pour un avocat, c'est la liberté de son client. Allez-y, Mohamed. Au-delà de la liberté, il y a l'image aujourd'hui. Parce que cette démarche du syndicaliste pourrait sembler quand même, semble contradictoire. Parce qu'au départ, lui-même avait crié un complot, et l'a rappelé, à un acharnement judiciaire. Aujourd'hui, parce qu'il était accusé quand même d'être récidiviste dans cette affaire, est-ce qu'aujourd'hui, il accepte d'office en présentant ses excuses publiques, en demandant pardon, qu'il est un récidiviste? Étant donné que l'audio dont on parle a été illicitement obtenu selon nos informations. Oui, je suis entièrement d'accord sur cette démarche qui est un peu difficile à expliquer, mais le tribunal et vos raisonnements n'étant pas les mêmes, je vais vous dire que c'est cette ligne de dépense que la dépense et M. Salifou Camara a admis. Mais je reviens sur un fait récidiviste, ça ce n'est pas prouvé. Parce que hier, dans les débats devant le tribunal, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été trouvé. Plutôt, nous avons constaté que ça, c'est pour une première pour M. Salifou Camara. L'homme n'étant pas parfait, il est tombé dans une situation qui peut arriver à n'importe qui. C'est possible. C'est comme nous le disait un de nos instructeurs lorsqu'on était au centre de formation. Il nous disait souvent, méfiez-vous des téléphones et des problèmes. Alors, maître, allez-y. Alors, maître, moi je vous rappelle que votre client a été exclu de toutes les instances de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, la centrale syndicale à laquelle sa structure syndicale est affiliée, et par la suite ou à cause même de cette affaire. Alors, vouloir présenter ses excuses simplement et accepter les faits qui lui sont reprochés, étant donné que techniquement, il pouvait se défendre dans cette affaire, s'en sortir ou peut-être, voire même sortir victorieux. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut compromettre aujourd'hui sa lutte syndicale ou même son retour, sa carrière même. Sa carrière et même son retour au sein de cette centrale syndicale? Merci, monsieur le journaliste. Et pour le moment, ça, c'est une question sur laquelle je n'ai pas eu de discussion approfondie avec mon client. Bien. Mais je vais vous dire une chose. La République de Guinée est un pays de droit. Une procédure correctionnelle et une telle procédure ce n'est pas la même chose. Moi, pour un premier temps, nous essayons à trouver une solution devant le tribunal correctionnel. Si Salifou est intéressé pour être réintégré dans sa structure, ça fera l'objet d'une autre procédure. Pour l'instant, ce qui importe, c'est sa liberté, c'est cela? Ouais, nous cherchons à obtenir sa liberté. Alors, parce que ça, c'est sacré. Quelle est la peine maximale, maître, si vous permettez, quelle est la peine maximale concernant ces infractions dont il est accusé? Je ne suis pas... la peine maximale, c'est entre 1 mois, 3 mois, généralement. Bien. C'est ce que le parquet même a requis. Bien. Maître Wan, l'avocat du syndicaliste Salifou Camara, merci pour votre disponibilité, maître. Je vous remercie. Merci. On a écouté Mohamed. C'est quand même assez contradictoire, tout court. Assez contradictoire, et aujourd'hui il faut quand même dire que Salifou est aujourd'hui, disons, presque à l'abattoir concernant sa carrière syndicale, parce qu'il faut quand même le dire que la démarche s'avère contradictoire, tout simplement. Du début jusqu'à aujourd'hui là, il y a eu assez de contradictions dans les propos du syndicaliste. Pas plus tard qu'hier, il y a un de ses proches, avant-hier, on en parlait dans ce studio, le jour où quand même qui était quand même qui devait être consacré à l'ouverture de son procès, ça n'a pas eu lieu. Il y a son proche qui
crié quand même, disons, à un complot, à un acharnement judiciaire, ou qui était quand même en train de tenter le tout pour de le dédouaner, et tout simplement de ces faits aujourd'hui mis à sa charge. À la surprise générale, Salifou, qui comparait pour une peine, je l'ai demandé tout à l'heure, par rapport à la peine maximale, on me parle de 3 mois, je ne vois pas en quoi est-ce que cela peut changer, c'est-à-dire en cette condamnation avec sursis, c'est-à-dire 3 mois, ça reviendra à la même chose. Vous ne pouvez pas avoir peur, c'est-à-dire, disons, de la prison pour quand même se jeter et comme ça, et surtout parce qu'aujourd'hui, ces accusations risquent quand même d'abîmer carrément l'image de l'homme. Absolument. Vous le savez, il y a ces deux contradictions. En demandant aujourd'hui, en voulant même demander pardon à la partie civile, on reconnaît d'office d'être quand même récidiviste. On reconnaît d'office, c'est-à-dire les charges quand même aujourd'hui auxquelles on est confronté. Il faut quand même dire que Salifou et son avocat avaient cette possibilité même de sortir grand dans cette affaire. Évidemment. Moi, je l'ai rappelé, il y a l'article 358 et suivant du code pénal qui était quand même en leur faveur, c'est-à-dire lui et son avocat. Parce que ces articles-là sont quand même consacrés sur l'interdiction, disons, formelle de l'enregistrement de quelqu'un dans un espace privé. Je dis bien dans un espace privé. C'est la même chose pour l'image. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un en privé sans son consentement, ça veut dire tout simplement que c'est illégal, c'est illicite, c'est poursuivable. Sauf que, en principe, une preuve obtenue, c'est-à-dire par fraude, en violation, c'est-à-dire de ces différents articles cités, cela peut être le juge, ça peut être admissible devant un tribunal. Est-ce que c'était dans le même contexte que Salifou a été enregistré? Est-ce que c'est parce qu'au préalable, bien avant son enregistrement, Salifou avait menacé, c'est-à-dire cette dame aujourd'hui qui est partie civile dans cette affaire. Donc il y a aujourd'hui assez d'interrogations quand même qu'il faille se faire parce que tout simplement ce qui s'est passé au tribunal hier, ça a surpris plus d'un et ça risque vraiment de mettre même les proches de Salifou aujourd'hui, ceux qui étaient en train de prendre sa défense, dans une position inconfortable. Il perd 2 fois et la justice est son image, Jean Chaché. Non mais c'est ça. Moi on me disait souvent que la deuxième maison d'un syndicaliste c'est la prison. Et cette affaire de Salifou vient vraiment de balayer cette thèse. Moi à ce que je suis en train de voir. Parce que on ne peut pas, si vraiment il s'avère que l'audio, la preuve que la partie adverse de Salifou a contre lui était illicitement obtenue, et on sait vraiment que Mohamed a rappelé les articles qui condamnent cela. On sait que aujourd'hui, ce n'est juste pas une question de liberté de l'homme. Il ne s'agit pas aujourd'hui que le syndicaliste recouvre sa liberté. Il y a une lutte déjà interne depuis la centrale mère à laquelle Salifou appartient, parce que bien avant son emprisonnement, il a été exclu des instances de la CNTG. Donc, il y a un problème de ce niveau-là. Une histoire qui date de 2021. Hein? Depuis le 2021, oui, ça se poursuit jusqu'en 2025. Et finalement, il n'appartient pas, selon Amadou Diallo, de la CNTG, même si l'homme, lui, continue à se réclamer secrétaire général de la FSPE. Mais il y a ce problème. Sa réintégration va poser problème parce qu'il y a cette situation-là. On est en train de seulement trouver solution du conflit qui a existé entre lui et sa trésorière, qui est aussi membre du bureau exécutif de la CNTG. Mohamed a dit tout à l'heure, son image est en jeu. L'image du syndicaliste aujourd'hui est en jeu. Vous avez dit, vous aussi, qui s'excuse, s'accuse. Alors si Salifou, qui criait complot depuis tout ce temps, accepte simplement parce qu'il a tout simplement passé 1 semaine en prison et qui dit que oui, ces 1 semaine leur a appris beaucoup de choses, et il a accepté de se confondre aux excuses tout simplement comme ça, alors que si on poussait l'affaire, la loi pouvait être de son côté. Et je suis un peu surpris quand j'entends même son conseil dire que le droit n'est pas de son côté, étant donné que dans l'affaire, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'explications à donner aujourd'hui. Maintenant, ce qui compte, peut-être la liberté du syndicaliste. Si c'est cela l'intérêt du conseil, il n'y a pas de problème. Salifou a accepté de présenter ses excuses. On va attendre quelle sera la suite pour sa réintégration
au sein de la CNTG, parce qu'on sait que de l'autre côté, on le qualifie de récidiviste. Et Amadou Diallo, qu'on a entendu lors de la réunion confédérale du bureau confédéral de la CNTG, n'est pas prêt à accepter le retour du syndicaliste au sein même de la CNTG, parce qu'il a dit que depuis 2021, l'homme continue de persister. Et Salifou, en un mot, depuis sa comparution hier, a donné raison à tous qu'on a tenu contre lui comme accusation. Oui. Aujourd'hui, le syndicaliste est dans la gueule du loup, il faut le dire comme ça. Il serait très difficile de redorer le blason de son image à cette allure. Mais est-ce qu'on peut dire par là que les avocats de Salifou ont opté pour la facilité? Mais c'est tout simplement lui-même. Le risque de ternir son image. Mais en fait, ce n'est pas un risque aujourd'hui, c'est des affaires. Aujourd'hui, parce que ça appartient au juge, c'est-à-dire d'accepter aujourd'hui la réquisition du parquet ou de la rejeter, tout simplement. Ouais. On parle de 3 mois. Moi, j'ai fait exprès de poser cette question concernant la peine maximale, concernant les infractions à lui reprocher. Yeah. Vous l'avez entendu vous-même, il parle de 3 mois, c'est-à-dire la peine maximale. Ça veut dire tout simplement, c'est la même peine, c'est-à-dire taillée sur mesure vis-à-vis de la réquisition du parquet. C'est-à-dire, ça veut dire que le parquet n'est pas allé loin. Il a juste pris dans le propre camp de Salifou aujourd'hui pour quand même ce sur quoi il s'est fondé. Qu'est-ce qui a été la réquisition du parquet? Est-ce que le parquet a requis quand même la relaxe pour Salifou? Je crois que non. Ça veut dire tout simplement aujourd'hui qu'il y a un autre problème que Salifou quand même va devoir surmonter face à la décision. On attendra de voir ce que le verdict va donner pour tirer une conclusion. Mais pour aujourd'hui, ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin, avec ce qui a été dit devant le tribunal, il faut quand même dire que Salifou, même s'il est libéré aujourd'hui, cela risque quand même de laisser une tache noire, une très grosse tache noire ou une très grande tache noire sur quand même sa carrière syndicale. Ça ne sera pas une victoire pour lui. Et notamment sa future lutte, parce qu'aujourd'hui, il a été exclu. Il peut revenir, ne pas être, c'est-à-dire réintégré. Ça dépendra de l'humeur et de la volonté de maintenant ces pères syndicalistes, tout simplement. Donc ça veut dire que les batailles, même pas la bataille, les batailles... Alors la guerre, il a perdu la guerre. À tous les niveaux, c'est presque perdu. Parce que déjà, où il était presque carrément isolé. Justement. On l'avait presque exclu de toutes les instances, c'est-à-dire de la centrale, de cette centrale syndicale, c'est-à-dire de la CNTG. Comment comprendre aujourd'hui? Il lui-même criait, c'est-à-dire un complot de ses ennemis. Est-ce que ses anciens ennemis vont redevenir ses nouveaux amis? On attendra de voir. Absolument. Mais je pense que, de toute évidence, aujourd'hui, au regard de ce que nous avons pu constater, Salifou, connaissant bien ses collaborateurs, ses pairs syndicalistes, connaissant bien l'histoire de tout ce conflit-là, je pense qu'il pouvait lui-même, si ce sont ses conseils qui l'ont, disons, conseillé de présenter ses excuses pour rapidement qu'il puisse être en liberté, je pense qu'il avait la liberté aussi de dire non, et pourquoi pas chercher d'autres avocats. L'homme devrait accepter d'aller jusqu'au bout, vu qu'on l'a invité, on l'a mis déjà en prison, parce qu'il faut comprendre que hier dans ses explications, il a dit même sa mère est venue pour intervenir dans cette affaire, demander pardon. Et donc si c'était le pardon qu'on voulait juste, si c'était ses excuses qu'on voulait, moi, je pense qu'on ne pouvait pas s'inviter devant les tribunaux. Je suis d'accord. Si c'était seulement ses excuses. Alors, du point de vue où on a mis l'homme en prison, il fallait accepter que le droit triomphe. Alors, lui, son droit, son image, tout est mis aujourd'hui en jeu. Et s'il continue après être mis en prison, moi je dis qu'il a perdu une première bataille, parce que l'autre bataille, ça sera sa réintégration au sein encore de la CNTG. Non mais Yamoussa, supposons aujourd'hui même s'il est réintégré, vous savez, ce sont des structures aussi qui sont affiliées à d'autres structures internationales. Vous comprenez? Et à l'international, ça ne pardonne pas concernant surtout les décisions de justice. Vous savez, la décision que le tribunal de première instance de Mafanko va entreprendre contre, ou parce que j'en suis sûr que ça ne va pas être pour Salifou, lui-même il a reconnu les faits, c'est son avocat l'a conseillé
dans ce sens-là. Le parquet a requis contre lui. Ça veut dire tout simplement que la décision qui va être entreprise ne sera pas pour lui, mais presque contre lui. Ça veut dire que cette décision va rester. Et tout est possible qu'il soit condamné. Cette décision va rester. Ça veut dire que le casier judiciaire... Même son conseil a dit s'il doit être condamné, qu'il soit condamné autant qu'il a passé en prison. Donc, peu importe, ça veut dire que derrière, il y a une condamnation qui l'attend. Justement. Ça veut dire qu'il ne sortira pas victorieux dans cette affaire. Ce n'est pas seulement sa liberté qui compte. Il y a son image. C'est ce que son conseil, tout à l'heure, l'avocat a oublié. Est-ce que c'est seulement sa remise en liberté qui compte ou est-ce que c'est sa carrière syndicale qui compte? Alors aujourd'hui, l'homme peut-être après sa sortie en prison va être confronté à tous ces problèmes-là. Mais moi, j'insiste, s'il était question de présenter ses excuses aussi au tribunal, je crois que la partie civile devrait accepter la médiation faite par le premier imam de la mosquée Faisal. Dès l'instant où on a rejeté toutes ces excuses de la part des conseils religieux eux-mêmes, et puis on s'invite au tribunal pour dire que c'est ici maintenant on accepte des excuses. Moi, je crois qu'il fallait aller jusqu'au bout. Alors, si le syndicaliste il a été conseillé ainsi et il a accepté de se confondre aux excuses, tant mieux. Tant mieux. On passe à autre chose. D'un procès à un autre, cette fois-ci. Mohamed Lopa, on parle de ce blanchiment de l'ancien ministre Mamadou Pété Diallo. Ben... Vous êtes surpris? Mais très surpris. Bien. Très surpris parce qu'il y a juste, disons, un mois où le parquet spécial quand même de la Cour de répression des infractions économiques et financières révélait, c'est-à-dire au public, les infractions mises à la charge de l'ancien ministre de la Santé et de l'hygiène publique, des infractions concernant détournement présumé, c'est-à-dire de fonds publics, notamment, voilà, des sommes différentes. On parlait dans un premier temps de 20 millions de dollars américains. De l'autre côté, on parlait de 188 milliards de francs guinéens. Incroyable. Oui, incroyable. Aujourd'hui... Ils sont faramineuses, Mohamed. Très faramineuses. Oui. Et la gravité des faits étant tellement, c'est-à-dire, disons qu'il y avait cette gravité qui avait mis tout le monde, c'est-à-dire dans les mois, si on peut le dire même Absolument. comme ça. Et finalement, la Cour, à travers la chambre la chambre de, comment je vais dire ça, la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction qui prend cette décision quand même, qui blanchit carrément, il faut le dire, le ministre Pété. On attendra quand même de voir si le parquet dans cette affaire va relever appel de cette décision de la chambre de contrôle de l'instruction. Oui. Pour le moment, il faut dire que Pété est lavé de toute infraction devant cette juridiction d'instruction qui a jugé tout simplement Yaya Diallo qu'il n'y a aucune charge suffisante contre M. Diallo qui, c'est-à-dire des charges qui pourraient amener la chambre de l'instruction à renvoyer cette affaire devant la chambre de jugement. Tout simplement aujourd'hui, Pété est exempt enfin, il est débarrassé de ces différentes charges-là. Les 188 milliards de francs guinéens dont on parlait, les 20 millions de dollars dont on parlait, ça veut dire que le parquet serait trompé ou se serait trompé sur ces différentes sommes-là concernant le détournement présumé qui impliquait Pété Diallo. C'était en mars dernier, lors d'une conférence de presse, que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, qui a même avait fait ces révélations-là. Ça avait laissé quand même tout le monde bouche cousue parce que ça avait pris tout le monde de dépourvu. On ne s'attendait presque pas. On parlait des sommes presque, disons, records parce que 188 milliards de francs guinéens, 20 millions de dollars, il faut associer ces sommes-là, additionner ces sommes pour comprendre que la gravité quand même, les faits n'étaient plus à décrire. C'est presque un budget ministériel. Oui, parce que la première somme, c'est-à-dire les 20 millions de dollars dont on l'accusait, se rapportait quand même sur l'achat des vaccins. Et le deuxième montant, 188 milliards de francs guinéens, c'était concernant le budget même du ministère de la Santé pendant le passage de l'homme. Aujourd'hui, est-ce que tout cela va être mis derrière? On attendra de voir avec la réaction du parquet qui, pour le moment, on n'en sait rien de sa décision ou de ses intentions de relever appel contre cette décision de la chambre de l'instruction de la CRIEF.
C'est parti très vite, Yam Saché. Non, mais il faut tout simplement dire à la CRIEF, sinon au procureur spécial, d'aller au bout des enquêtes avant de coller des accusations à la peau des personnalités. Parce qu'il faut comprendre, il faut le dire, ce sont des hauts cadres, des personnes qui ont occupé des postes de haut rang dans ce pays, des postes ministériels. Et donc, si à tout moment on peut trouver des simples accusations comme ça, sans fonder, pour dire que des gens ont détourné de l'argent et puis on nous parle des millions de dollars, des milliards de francs guinéens. Vous comprendrez combien de fois il y a vraiment une portée. Parce que si on vous accuse aujourd'hui que vous n'avez rien fait de mal, et puis derrière, vous avez dit c'est parti trop ou très vite, donc on s'attendait à ce que ça révèle ou que la situation fasse de grosses révélations, mais on dit simplement que l'homme est blanchi et on parle de 20 millions de dollars qui ont été détournés. Alors s'il y a eu détournement, qui a détourné si c'est pas Pété a été juste pris pour cible, on peut-être qu'on a retrouvé l'argent. Et vous vous rappelez, ça ne date pas, ça ne commence pas par Pété. Vous vous rappelez de l'ancien ministre des Travaux publics qui a connu le même sort ici. Il a même été dégommé de la tête de ce ministère-là à cause des accusations qui ont été portées contre lui par la CRIEF. Et jusqu'ici, l'ancien ministre Yaya n'arrive pas à se retrouver parce qu'on n'arrive pas à trouver une place exacte pour lui afin qu'il soit vraiment réintégré. Yaya Sow. Non mais c'est vraiment. Alors aujourd'hui, il a la présidence, c'est le ministre conseiller. Hein? Ben il est aujourd'hui conseiller, ministre conseiller. On ne sait pas où sont partis toutes ces accusations maintenant contre lui. Et maintenant, aujourd'hui, c'est pété aujourd'hui. C'est pété aujourd'hui. Alors, on ne peut pas continuer quand même. Pour le cas de Sow, de l'ancien ministre Yaya Sow, ne pas te couper la parole, Yam Saché, qu'on en sait quelque chose sur ce dossier-là, parce qu'il y avait quand même un complot derrière cela, un complot avéré. Nous avons reçu des informations où des journalistes même étaient impliqués, disons, pour pouvoir effectivement abattre cet ancien ministre. Parce que ces mêmes journalistes étaient au département pour demander la rencontre de ce ministre, lui proposer un montant. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est du sérieux. C'est du sérieux qu'on veut dans ce qu'on fait. Justement. On parle de la justice, on parle des accusations, on parle de détournement de grosses sommes d'argent. Il faut que si l'annonce est faite, il faut nous montrer vraiment qu'il y a eu détournement. Il ne s'agit pas de faire de simples annonces pour ternir l'image des gens. Ça devient comme ça. Ça me surprend que la chambre de l'instruction, quand même, dise qu'il n'y a pas eu de preuves suffisantes ou de faits concordants pour quand même pouvoir renvoyer cette affaire devant la chambre de jugement. On a parlé d'un détournement, c'est-à-dire de deux montants faramineux. On parle d'un montant de 20 millions de dollars, ce n'est pas un petit montant. Absolument. Ça peut servir à la construction de beaucoup d'infrastructures dans notre pays. On parle de 188 milliards de francs guinéens. Ça veut dire tout simplement qu'il y avait quand même des éléments sur lesquels on pouvait quand même se baser, se poser pour enclencher ou renvoyer cette affaire. Aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas, disons... Vous avez oublié les 200 milliards liés au vaccin. C'est pas lié, hein. C'est-à-dire qu'au niveau du franc guinéen, ça peut aller jusqu'à 700 milliards. Hein. Évidemment. C'est une petite partie. C'est-à-dire que c'est quand même hallucinant quand on nous parle de plus de 700, voire 800 milliards de nos francs détournés. Et on nous apprend, les économistes nous apprennent que une seule personne ne peut pas détourner dans mais la CRIEF doit être capable de nous dire. Une seule personne ne peut pas procéder à la CRIEF doit être capable de nous dire. Maintenant, comment expliquer le fait qu'on nous dise qu'il n'y a pas de charge suffisante pour renvoyer cette affaire devant la chambre du jugement? Je crois que c'est là toute l'interrogation. C'est comme si, d'une part, on était en train de rejoindre les propos même de l'ancien ministre de la Justice qui disait qu'à la CRIEF, il y avait certains dossiers qui montent par l'escalier et d'autres par l'ascenseur, tout simplement. Aujourd'hui, on attend de voir Charles Wright, on attend de voir ce que le parquet va faire dans cette affaire-là, vu qu'il est reconnu pour ça, relevé appel de toutes les décisions qui sont rendues, la plupart en tout cas quand même. On attend de voir ce qu'il va faire cette fois-ci par rapport à ces accusations, parce que là, son image est en jeu. En tout cas, ça devient des accusations de trop sans suite. Des images des personnalités sont en jeu.
la CRIEF doit accepter d'abord de se rassurer. Et là, c'est l'image de la CRIEF même, du parquet même de la CRIEF qui est en jeu. Avant de tenir n'importe quelle accusation contre nos cadres. Et surtout de ne pas jouer comme ça avec la dignité des gens et des autres. Et là, justement. Je le répète, c'est l'image même du parquet de la CRIEF qui est en jeu. Bien, si vous êtes d'accord, on passe sa crédibilité. Je vous le disais, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a retoqué mercredi 23 avril le texte voté au début du mois modifiant la loi d'amnistie en mars 2024 dans les dernières semaines du mandat Macky Sall. Une loi qui annule les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 au cours des manifestations de l'opposition ayant fait au moins 65 morts et des centaines d'opposants arrêtés. Le recours déposé par des députés de l'opposition dénonçait un texte taillé sur mesure pour permettre aux partisans du PASTEF aujourd'hui au pouvoir de ne pas être inquiétés. Le Conseil constitutionnel, dans son arrêt, a rendu invalide la loi d'amnistie révisée sous le régime de Macky Sall. Alors, s'achemine-t-on à des poursuites judiciaires contre les anciens dirigeants sous Macky? Analyse à suivre dans ce studio et sur ce plateau avec vous, Mohamed Loba. Il faut quand même dire, Yaya Diallo, que c'est, disons, cette loi, l'interprétation de la loi sur la loi, enfin, il y a une répétition, la loi d'amnistie concernant les crimes et délits liés aux manifestations politiques au Sénégal de 2021 à 2023. C'était quand même, disons, ça avait exclu totalement ces crimes imprescriptibles quand même concernant vis-à-vis des engagements auxquels le Sénégal a souscrit, aux engagements internationaux. Au droit international. Évidemment oui. Que le Sénégal avait quand même, disons, souscrit. Donc, adopté à la demande des nouvelles autorités, la nouvelle loi permettait de lever partiellement, vous l'avez rappelé, l'immunité pour les violences politiques commises entre 2021 et 2024. Donc, saisi à mi-avril par l'opposition, le Conseil constitutionnel a finalement jugé dans un arrêt rendu que son article 1er contrevient quand même à la Constitution. Donc, ça veut dire tout simplement que cette loi est rendue, c'est-à-dire a été invalidée parce qu'elle est considérée comme étant anti-constitutionnelle. Contraire à la Constitution sénégalaise. Évidemment. Donc, les juges relèvent notamment que le texte intègre à l'amnistie des actes considérés comme crimes imprescriptibles, j'y arrive, je le disais à l'entame, au regard du droit international, violant même ainsi les engagements du Sénégal, c'est-à-dire vis-à-vis de ce droit international. Donc, 3 semaines après son adoption par l'Assemblée, la loi d'interprétation de l'amnistie aujourd'hui de mars 2024 est invalidée. Pour pouvoir et opposition au Sénégal sont aujourd'hui en train, disons en partie, de se réjouir de cette décision du Conseil constitutionnel. De l'autre côté, au niveau de l'opposition, vous le savez très bien, qui créait quand même à un moment donné à l'impunité vis-à-vis de tout ce qui s'est passé par rapport à ces différentes manifestations aujourd'hui. Ça veut dire que la décision, si elle réjouit, c'est-à-dire certains cadres de l'opposition, en partie, il y a aussi des observateurs qui se réjouissent de cette décision. Qu'est-ce qu'on ne dit pas par rapport à cela? Il faut tout simplement dire aujourd'hui que c'est un revers juridique. Et tout de même, parce que voter c'était le 2 avril, il y a juste quelques semaines avant le départ de Macky. Évidemment. Et donc, il faut dire à la demande, parce que c'est à la demande des nouvelles autorités, tout le monde pensait quand même que ça pouvait passer, mais sauf que cela violait carrément le droit international, alors que le Sénégal a souscrit, c'est-à-dire a pris ses engagements, et il fallait quand même dire qu'il fallait juste le respecter. Donc, des crimes aujourd'hui imprescriptibles au vu de ces engagements-là, finalement, ça veut dire que pour des délits ou des infractions mineures, peut-être vous pouvez être exempt de poursuite, mais quand il s'agit de meurtre aujourd'hui, d'assassinat, de torture ou de tout traitement, c'est-à-dire cruel et inhumain, vous pouvez bien entendu être poursuivi pour ces différents faits-là et les familles des victimes peuvent espérer une réparation de la justice sénégalaise. Bien, Yamoussa Cheikh, au Sénégal quand même, les hommes de droit disent le droit quand même. Non, mais dans un pays de droit, force doit rester à la loi.
Et c'est une victoire. C'est une victoire, vous avez vu, depuis la décision du Conseil constitutionnel. Et toutes les parties, en tout cas, crient victoire. Parce que c'est une décision qui satisfait les deux parties. Qui est satisfaisante pour les deux parties. Et donc, c'est pourquoi je vous disais que force doit rester à la loi. C'était à la demande, justement, Mohamed l'a dit, c'était à la demande du parti au pouvoir pour la modification de cette loi. D'amnistie. Voilà, le PASTEF qui voulait justement s'offrir un bouclier, un bouclier pour ne pas être peut-être jugé à cause des manifestations que le parti a réussi à faire, des manifestations qui sont avérées quelquefois même violentes contre le pouvoir de Macky Sall. Et donc il fallait trouver des moyens, des alternatives pour dire bon, on ne peut pas répondre on ne peut pas répondre. Peut-être on ne peut pas être emballé à la justice pour répondre face à ces faits. Et étant donné qu'on a connu, il y a eu des cas de mort. On parle de 65 personnes qui ont perdu la vie courant ces manifestations. Justement. Il y a eu même d'arrestations dans le rang d'une centaine d'opposants. Des centaines d'opposants ont été arrêtés. Et donc, l'Assemblée nationale sénégalaise qui avait décidé de modifier cette loi et a été contrecarrée par l'opposition, aujourd'hui, qui a pensé que le parti au pouvoir veut tout simplement s'offrir un bouclier. Et pour celui qui connaît l'histoire des manifestations politiques de 2021, de février 2021 à février 2023, et donc il fallait contre-attaquer cette modification en fait l'interprétation par l'Assemblée nationale. On s'est invité devant le Conseil constitutionnel qui a analysé les faits et qui a pensé que la modification faite est contraire à la constitution sénégalaise, étant donné que le Sénégal a ratifié des traités internationaux, et donc on ne peut pas aller contre le droit international. Et donc des auteurs des crimes, des actes inhumains, de meurtre, d'assassinat, ne peuvent pas se balader simplement comme s'ils n'ont rien fait. Donc il faut comprendre que l'amnistie ne peut pas couvrir ces personnes-là quand même. Donc des actes de crimes qui ont été qualifiés de crimes imprescriptibles, ces crimes quand même doivent être punis. Ne doivent pas être tolérés. Et donc c'est ce que le Conseil constitutionnel sénégalais a pensé, et je crois il a tranché de ce côté-là. Alors désormais ça arrange toutes les parties parce que le PASTEF, donc désormais on pense que toutes les victimes de tels crimes entre 2021 et 2024 peuvent désormais déposer plainte sous Macky Sall, peuvent désormais déposer plainte pour obtenir réparation. C'est là où le parti au pouvoir crie victoire. Donc quelque part ça l'arrange aussi. Même si c'est un revers judiciaire. Mohamed l'a dit parce que ce que pensait le parti au pouvoir obtenir, il l'a pas obtenu. Ce qui a été décidé par l'Assemblée nationale, ça a été un peu remis en cause par le Conseil constitutionnel. Et donc quelque part pour l'opposition c'est aussi une victoire. Donc ça nous explique tout simplement que force doit rester à la loi, et le Sénégal, c'est un peu ce record que le Sénégal a battu à travers le Conseil constitutionnel. Parce qu'il faut quand même rappeler que cette loi, elle visait tout simplement à effacer quand même les faits susceptibles, disons, de qualification criminelle ou correctionnelle se rapportant à des manifestations, surtout, disons, quand même violentes, politiques, dont la motivation était politique, se rapportant à ces manifestations-là, dont l'exercice, disons, d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. Si elle était ou elle restait validée, ça veut dire tout simplement que c'était autre chose. Parce que non seulement avec cette violation du droit disons international, parce qu'on parle quand même de crimes imprescriptibles, vous ne pouvez pas y aller concernant le meurtre, assassinat et autres. Quand cela surgit ou quand cela arrive dans une manifestation, il faut que les responsabilités des uns et des autres quand même soient situées. Sinon, c'est une autre manière encore d'encourager
C'est l'impunité. C'est pourquoi on dit que cependant, cette loi ne garantit pas l'impunité. Ouais. Peut-être que pour une simple organisation de manifestation, des jets de pierre par-ci, par-là, ça peut vous épargner de poursuites judiciaires. Mais quand il y a commission de crimes, ces crimes imprescriptibles, notamment assassinat, meurtre, torture ou autres, vous pouvez bien entendu répondre. Parce que cela se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays africains où les manifestations non seulement sont réprimées, il y a des répressions meurtrières. Finalement, il n'y a ni poursuite judiciaire, il n'y a ni réparation des faits et les victimes et parents des victimes sont laissés ou abandonnés. C'est le cas en Guinée ici. Les faits sont tous impunis. Nous traînons. C'est cela. En tout cas, moi je dis que le Conseil la plupart des pays africains, d'ailleurs. Moi je dis tout. Je dis tout simplement. C'est cela. C'est clair. Et c'est pourquoi je dis que le Conseil constitutionnel sénégalais a été bien regardant. Parce que cela pouvait engendrer des conséquences graves. Parce que si le parti au pouvoir avait décidé de se couvrir à travers cette loi-là, il se peut qu'il y ait d'autres manifestations aussi. C'est possible. Sous le régime Diomaye aussi, c'est possible parce que l'opposition est toujours sur pied. Et donc, si toutefois on nous disait que il se peut que cette loi même ne se limitait pas peut-être de la période 2021-2023-24. Et donc, il faut comprendre que c'est bien fait pour le Conseil constitutionnel. Sinon, on pouvait laisser les présumés auteurs des crimes, des actes inhumains, des crimes graves, des crimes imprescriptibles se promener simplement dans la nature sans être inquiétés. Et n'importe qui pouvait commettre des actes inhumains. C'est encore l'impunité. C'est encore la récidive. La récidive. C'est pourquoi je parle de conséquences graves, futures, néfastes. Et donc, ça pouvait vraiment permettre il y a une chose qu'il faut saluer. Yaya Diallo, aujourd'hui, c'est l'indépendance, je crois bien, de la justice sénégalaise. Par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le rôle quand même, le Conseil constitutionnel est en train de pleinement jouer son rôle. Vous l'avez vu lors de la dernière présidentielle. Et quand même, ce Conseil constitutionnel qui avait presque surpris l'Afrique en disant tout simplement le droit concernant l'organisation de cette élection. Et aujourd'hui, avec... Non, c'était clair, Macky Sall ne pouvait pas rester au pouvoir. Vous comprenez, mais il y a aujourd'hui des pays, des pays africains... Vous pouvez rester juste maintenant là, Il y a aujourd'hui, je crois que c'est un signal fort aujourd'hui envoyé à ces pays africains dont les présidents quand même se servent de ces textes de loi pour faire du mal. Et non seulement aux hommes politiques, mais aussi en partie à la population. Parce que quand il y a l'impunité dans un pays, tout simplement, ça veut dire que l'encouragement de la récidive est de mise. L'indépendance de la justice surtout, c'est très bien. La force doit rester à la loi. Et à travers cette décision aussi faite par le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel continue toujours ou tout simplement d'affirmer son indépendance. Bien, justement, l'état de droit aussi, c'est la soumission de l'état au droit. On marque une pause. Dans un instant, on revient pour la dernière partie de cette émission. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum.
Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. L'information Dernière ligne droite de cette émission. Merci encore une fois de votre fidélité. Merci de nous suivre un peu partout à travers le monde. Merci de nous suivre du côté de la RDC. Merci de nous suivre aussi également en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, un peu partout dans la sous-région. Merci également de nous suivre au niveau de la Haute-Guinée, à Kankan, à Kouroussa, à Mandiana, mais aussi à Gérékoré, dans la capitale forestière. À Mamou, merci de nous suivre également à Mamou. Mamou qui devient aujourd'hui, hein, je crois que l'événement commence aujourd'hui. Je crois bien. Bien, alors bonjour aussi à Mamou, bonjour à l'abbé, bonjour à Koubi, à Mamed. C'est 3 jours d'événement. Voilà. Hein. Donc, 3 jours d'événement, voilà. Ça commence aujourd'hui, on parle de la marche de la paix quand même. Bien, on continue, mais on y reviendra, on aura largement le Évidemment. temps. Voilà. Il y a demain, enfin, il y a lundi. Nous avons toute une équipe déjà qui est en place depuis hier. Hein, voilà, donc là, je crois que les techniciens aussi continuent de rallier. Et Mamou, on va vivre tout ça ensemble, Mamé, demain. Évidemment. On passe au troisième sujet. Aux États-Unis, le gouvernement Trump a ordonné ce mercredi 24 avril la fermeture du Millennium Challenge Corporation, une agence d'aide internationale qui avait investi 17 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure depuis sa création il y a 20 ans, essentiellement sur le continent africain, Mohamed. Donald Trump qui continue quand même de surprendre. Donald Trump aujourd'hui qui est en train quand même de trumpaiser, disons, l'administration publique américaine. On parle aujourd'hui d'une trumpisation à outrance. Le mot il existe. C'est vous qui le dites. Les Français l'ont créé. Les Français l'ont créé. Le mot il existe. Je pense que c'était le néologisme. C'est justement ça. Il faut aller voir. Donc, il y a dans une décision importante, le gouvernement de Donald Trump a annoncé quand même mercredi, vous le rappelez, la fermeture. Donc importante pour les États-Unis. Une décision très importante pour les États-Unis. Merci. Parce que ça renforce encore comme... Donc comprenons Donald Trump alors. Évidemment. Bien. Évidemment, donc a ordonné la fermeture du Millennium Challenge Corporation, MCC, une agence américaine chargée quand même de financer des projets d'infrastructure à travers le monde, principalement, disons, en Afrique. Une décision qui marque un recul notable, il faut le souligner, de Washington sur un terrain quand même géopolitique de plus en plus disputé avec Pékin. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait Donald Trump, disons, procéder ou ordonner à cette fermeture?
est-ce que c'est la présence aujourd'hui de Pékin qui est ou qui était quand même en train de gagner du terrain? En tout cas, selon des informations obtenues à l'issue d'une réunion interne, un responsable du MCC, c'est-à-dire du Millennium Corporation, a informé les employés que l'agence se dirige vers une fermeture complète avec un arrêt immédiat de ces programmes en cours, des chantiers de construction aujourd'hui qui ne sont pas encore achevés. On parle des chantiers de construction, notamment de routes, de modernisation de réseaux électriques ou encore de systèmes d'irrigation, risquent ainsi de rester inachevés. Donc une autre conséquence lourde encore en termes décisionnels pour l'Afrique qui, tout simplement, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, est en train de suivre. Parce que récemment, on parlait évidemment, de l'aide américaine. Ça a été coupé. On parlait tantôt aussi du rapatriement quand même manu militari des migrants illégaux, dit-on. Des militants illégaux, vous le savez. Donald Trump est parti jusqu'à assimiler quand même des personnes à des cadavres pour dire non, tel est décédé, pour juste refuser quand même certains paiements. Ça veut dire tout simplement aujourd'hui, Donald Trump, il n'est pas bloqué. S'il n'est pas bloqué dans ce talent-là, qui peut le faire? La justice américaine était en train quand même de déjouer certains pronostics, mais ça veut dire tout simplement aujourd'hui que l'homme est en train de continuer à mettre à exécution toutes ces menaces bien avant son retour, à la Maison Blanche. Cette réunion interne qui a été tenue par le MCC fait suite quand même à la diffusion des mémos provenant quand même de la Commission pour l'efficacité gouvernementale dirigée par l'entrepreneur Elon Musk aujourd'hui, qui est connu quand même, c'est-à-dire un proche, disons, de Donald Trump. Il est chargé de l'efficacité gouvernementale. Évidemment, donc annonçant une réduction massive du personnel et des projets liés au MCC, une restructuration que l'administration Trump justifie bien entendu par des priorités budgétaires revues. Donc, créé en 2004, vous l'avez dit, cela fait près de 20 ans ou plus de 20 ans. En tout cas, quand même, 2025, ça fait 21 ans si je ne me trompe. Depuis le président républicain, disons George Bush, avait quand même mis en place ce MCC-là qui avait pour objectif de soutenir les pays respectant les standards, disons, américains en matière de démocratie, de bonne gouvernance et de politique économique. Donc l'agence avait quand même reçu, jusqu'ici, un soutien, vous l'avez rappelé, de 17 milliards. Aujourd'hui, avec ces routes qui vont rester inachevées en termes de construction, ces autres projets de réalisation d'infrastructures en Afrique, notamment, ça veut dire que l'impact va s'avérer encore grand. Jusqu'où Donald Trump compte aller, il faut attendre dans les prochains jours pour d'autres décisions qui pourraient surprendre le monde ou l'humanité. Ce qui révèle des conséquences très lourdes pour le continent. Des conséquences très lourdes pour le continent, et il y a beaucoup de pays qui vont être perdantes. En tout cas, si le Millennium Challenge Corporation se retire de toutes les affaires, parce que ça fait 2 décennies depuis que cette agence d'aide aussi humanitaire qui investit beaucoup dans les infrastructures en Afrique est en train d'opérer aujourd'hui sur le pays. Alors pour la Côte d'Ivoire, surtout parmi les pays qui se révèlent grand perdante de cette décision, il y a la Côte d'Ivoire, et cette décision n'est certainement pas la bienvenue pour la Côte d'Ivoire, car le pays bénéficiait de 2 programmes majeurs avec le Millennium Challenge Corporation, représentant plus de 850 millions de dollars d'investissement. Il s'agit du Compact libéral entre 2017 et 2025 d'un montant de 537 millions de dollars, ayant permis de lancer la construction de dizaines de collèges et centres de formation et de réhabiliter des infrastructures routières critiques à Abidjan, et du Compact régional énergie CEDEAO 2024-2031, ça c'est la durée, doté de 322 millions de dollars. Il visait aussi à moderniser le réseau électrique ivoirien et renforcer l'intégration énergétique régionale. Et donc avec l'arrêt brutal du MCC, ces projets risquent d'être interrompus, voire abandonnés, et le gouvernement ivoirien a demandé un délai de 4 mois pour achever certains chantiers
Mais rien ne garantit aujourd'hui, Yaya, que cette période de transition sera accordée. Et pour plus de 11 millions d'Ivoiriens concernés par ces programmes, les retombées concrètes en termes d'éducation, de mobilité ou d'accès à l'électricité sont désormais incertaines. Un désengagement aux lourdes conséquences aussi géopolitiques, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Les conséquences ne sont pas simplement lourdes pour la Côte d'Ivoire avec cette décision de Donald Trump, mais au-delà. Il y a la Zambie. Également. Et vous laissez le Sénégal avec un projet de plus de 500 millions de dollars. Zambie aussi, c'est la même somme. On parle de 500 millions de dollars. Au-delà de tout, au-delà du choc financier, cette fermeture aussi soulève des questions de souveraineté et d'influence. Alors que la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres puissances augmentent leur présence économique et diplomatique en Afrique, Mohamed l'a rappelé tout à l'heure, le retrait américain pourrait être interprété aujourd'hui comme un désintérêt croissant pour le continent, car les bénéficiaires du MCC comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Ghana pourraient être tentés de diversifier davantage leurs partenaires à l'heure où les alternatives se multiplient. En fermant donc le MCC, les États-Unis se privent naturellement d'un outil stratégique de soft power sans équivalent dans leur arsenal diplomatique. Ce qui choque le plus, c'est que la décision ne repose pas sur des critères de performance. On a compris. C'est un couteau à double tranchant alors. C'est un couteau à double tranchant. Aujourd'hui, de l'autre côté, parle de guerre d'influence. Alors, est-ce que c'est ce qui a simplement motivé Donald Trump? Parce qu'il faut comprendre que les décisions prises depuis l'arrivée, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche sont en train d'impacter le monde, pas seulement le continent européen, asiatique, entre autres. L'Afrique aussi est en train d'impacter. Ça a commencé par l'USAID et aujourd'hui c'est le Millennium Corporation, le Millennium Challenge Corporation qu'on demande de fermer automatiquement avec tous les projets en perspective. Certains ont été commencés, ils sont à mi-chemin et donc on va abandonner. C'est sûr que tout cela sera bloqué ou abandonné simplement. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, de l'autre côté, si les États-Unis se retirent avec cette avancée progressive même de la Chine sur le terrain qui est en train de nouer pas mal de partenariats avec des pays africains, Donald Trump peut faire perdre les États-Unis de beaucoup de privilèges sur l'Afrique. C'est pourquoi on parle de tout cela. Donc un couteau à double tranchant. C'est ce qui fait aujourd'hui que la cote de popularité de Donald Trump est en berne. Parce que hier même, je suivais quelques sondages qui disaient que seulement 46% des Américains sont satisfaits de leur président. Et aujourd'hui, il y a plus de 65% des Américains qui sont contre les décisions entreprises concernant la taxe douanière et tout ce que Donald Trump est en train d'infliger au monde concernant ce droit de douane. Les Américains, 65% selon les sondages, ne sont pas d'accord. Alors si c'est aujourd'hui l'Afrique qui est aussi dans le viseur de Donald Trump à travers le retrait de Millennium Challenge Corporation, ça donne à réfléchir. Bien. Ça va inquiéter moins parce qu'aujourd'hui quand même il faut le dire que Pékin demeure disons le principal partenaire commercial du continent africain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui cette guerre qui est ouverte entre disons Washington et Pékin, c'est que cette guerre risque d'être remportée par Pékin tout simplement parce que vous avez vu les engagements aujourd'hui de Xi Jinping qui est en train de dire qu'il faut que la Chine continue disons à renforcer ses liens d'amitié avec les pays africains, notamment à élargir, c'est-à-dire ces différentes disons prouesses aujourd'hui en termes de construction d'infrastructures et autres. Et la Chine est en train vraiment de gagner du terrain parce que ce retrait survient alors que la Chine continue de renforcer son influence en Afrique et puis voilà via des investissements notamment massifs dans les infrastructures. La dernière, il faut quand même dire qu'avec 167,8 milliards de dollars d'échanges aujourd'hui bilatéraux au premier semestre 2024, Pékin demeure, comme je l'ai dit, le principal, disons aujourd'hui, partenaire commercial pour l'Afrique. Mais Mamé, je veux partager cela avec vous. Je pense que tout cela devrait amener le continent africain à réfléchir, de se réveiller, à rester sur ses gardes. Les États-Unis, premier partenaire, la Chine, premier partenaire, mais l'Afrique peut être son premier partenaire
À lui. À elle, évidemment. À elle, j'allais dire. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois dans ce vidéo, c'est que cela prouve encore à suffisance combien de fois que l'Afrique est dépendante. Ça veut dire que l'Afrique, elle, sa survie, c'est-à-dire son évolution, le développement, c'est-à-dire du continent, ça dépend carrément de l'Occident. Ça dépend carrément de ces puissances internationales. Qu'on appelle abusivement des partenaires financiers. Évidemment, abusivement des partenaires financiers, techniques, par-ci et par-là. Ça dépend des États-Unis, ça dépend de la Chine. Aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la plus grande, c'est-à-dire aujourd'hui, ou le plus grand regret, c'est-à-dire c'est pour quel continent? C'est le continent encore africain. Qui subit le plus, hein? Qui subit le plus en termes, disons, d'importation, en termes d'importation, parce qu'on exporte peu, on importe tout. Aujourd'hui, il suffit juste disons, de marcher un peu à travers les rues de la Guinée pour comprendre combien de fois on exporte. Même carottes, aujourd'hui, on est en train d'exporter. On envoie dans notre pays. Mandarines, on envoie dans des fruits. C'est-à-dire des choses que nous-mêmes pouvons cultiver chez nous. On est en train, en abondance même. En abondance. En abondance. On a qu'il y a ici. On est en train. Récemment, on m'a fait comprendre qu'il y a même le poisson qu'on appelle ici dans notre langue locale, Konko, est en train d'être exporté. Ce n'est plus destiné aux Guinéens. Évidemment. Finalement, qu'est-ce qui nous reste? Ça veut dire aujourd'hui que cela pousse quand même l'Afrique à une prise de conscience collective. Devrait pousser. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais ça pousse. Ça devrait le faire. En tout cas, prise de conscience collective, parce que ce qui se passe aujourd'hui, cette guerre, c'est-à-dire cette passe d'armes entre les États-Unis et la Chine, ça n'arrange pas l'Afrique. De l'autre côté, on parle d'une guerre qui dure ou qui continue à durer entre l'Ukraine et la Russie. Encore les impacts, c'est bienvenu pour l'Afrique. Il faut vraiment qu'on se réveille parce que là, on est en train de dormir, mais très profondément. En tout cas, ce qu'est en train de faire Donald Trump, pour moi, est en train de nous ouvrir les yeux, si seulement on peut le comprendre ainsi. Parce qu'aujourd'hui, les autres sont en train de comprendre, depuis qu'il est au pouvoir, il est en train de nous montrer que lui, ce qui l'intéresse, c'est les États-Unis. Et donc, est-ce qu'il faut continuer à apporter de l'aide financière aux autres pays, soit en développement ou les autres pays sous-développés? Donc Donald Trump est en train de montrer au monde entier que c'est l'Amérique sa priorité. Et donc cela peut être une leçon forte pour les autres pays européens et même africains aujourd'hui, qui n'attendent que l'aide des États-Unis pour sortir la tête sous l'eau. Alors aujourd'hui, c'est ce qui fait que certains pays même européens sont en train de répondre coup par coup. Vous avez vu tout à l'heure le Bruxelles qui sanctionne les deux géants. On reviendra tout à l'heure. Les deux géants américains du et donc tout ça, c'est pour dire qu'il faut commencer à barrer la route à Donald Trump, qui pense peut-être qu'il est le roi du monde alors qu'il ne l'est pas. Parlant justement de cette guerre mondiale, de cette guerre commerciale, j'allais dire, on disait la Commission européenne a infligé mercredi 23 avril une amende de 500 millions d'euros à Apple et de 20 millions d'euros à Meta, l'ancien Facebook. Yamoussa Cheikh. Des infractions à la concurrence, c'est ce qu'on cite, des sanctions financières contre les géants américains des technologies Apple et Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, entre autres, ont été annoncées par la Commission européenne. C'était le mardi. Les raisons, je vous le disais, on parle des infractions à la concurrence. Et dans le détail, Apple se voit infliger une amende de 500 millions d'euros pour des clauses abusives dans sa boutique d'applications App Store, au détriment des fournisseurs d'applications et de leurs clients. Et de son côté, Meta devra payer 200 millions d'euros pour avoir enfreint une règle encadrant l'usage des données personnelles. Tout ça, ça nous renvoie vers cette guerre commerciale enclenchée par Donald Trump, pour vous dire qu'il faut, certains pays ont compris, certains partenaires ont compris qu'il ne faut pas laisser Donald Trump dans son élan de tout chambouler. Il faut répondre, car pour certains, il faut répondre au coup par coup. Mais parlons justement de cette réponse-là, parce que l'Union européenne aussi, qui ne veut pas quand même subir la colère des États-Unis,
pour camoufler tout cela, on nous apprend au niveau de la Commission européenne que c'est une démarche qui est entamée depuis une année. Hein. Donc, ce n'est pas forcément lié avec Donald Trump. C'est ce qu'on a voulu dire. Ils ont juste précipité. Alors, si ça existait, on a Donald Trump qui essaye de nous tomber dessus avec un marteau à la main, entre guillemets. Donc, il faut comprendre que derrière, si nous aussi, on a des opportunités, c'est-à-dire si l'Europe a des opportunités pour sanctionner quelques entreprises américaines qui exercent sur le sol européen et de façon qu'on peut qualifier même d'illicite. Donc, il y a des sanctions à prendre. Donc, aujourd'hui, on peut prendre ces sanctions-là. C'est de la réponse du berger à la bergère jarre. On veut aller sur cet élan-là. C'est la piste entreprise aujourd'hui par les Européens. Parce que depuis là, il faut comprendre, depuis là, les décisions entreprises par Donald Trump à travers ces droits de douane, il faut comprendre que les pays sont en train d'analyser, les puissances sont en train de voir, d'entreprendre qu'est-ce qu'il faut pour barrer Donald Trump dans son élan. Et donc, si de l'autre côté, on nous tape à gauche, à droite, on peut aussi essayer de taper l'adversaire, celui qu'on considère comme l'adversaire, de répondre. Donc c'est une réponse du berger à la bergère. Coup par coup, mamé. Il faut dire quand même aujourd'hui que malgré un climat, disons, diplomatique très tendu avec Washington, la Commission européenne a annoncé, disons, cette décision, quelque chose qui n'est pas quand même, disons, ne devrait pas être réjouissant pour, disons, le pouvoir de Washington, parce que tout simplement aujourd'hui, quand on parle d'Apple, on parle quand même d'un géant. Qu'est-ce que cette décision pourrait entraîner? Je crois que cela amène aujourd'hui Donald Trump quand même à revenir un peu, c'est-à-dire à faire un rétropédalage, à capituler face à certaines situations, tout simplement parce qu'il est en train d'exposer aujourd'hui les États-Unis et les entreprises américaines, c'est-à-dire à tous les coups, disons, venant du monde entier. Parce que les États-Unis, aujourd'hui, Donald Trump est seul face au monde entier. On a l'impression. Même pas l'impression, c'est une réalité. Même si on pense que c'est une stratégie aussi, hein, qu'il ne faut pas écarter. Il faut mettre la pression. Après, on amène les gens autour de la table, on dit bon, voilà ce qu'il faut faire, on revoit tout. Et puis, les choses continuent. C'est notre option aussi. Je crois qu'on pouvait peut-être passer outre cette option. Si on peut trouver mieux que ça, peut-être avec... Parce que Donald Trump a... Le mélange entre le soft power et le red power. Évidemment, donc, ce qui se passe aujourd'hui, il faut quand même dire que c'est au-delà même d'une compréhension normale, avec ces sanctions qui commencent à tomber. Apple qui devient, disons, la première victime concernant, après, on parle de Meta, d'une somme qui va jusqu'à 700 millions. Je crois que ce n'est pas une petite affaire qu'il faut prendre aujourd'hui à la légère pour l'administration même américaine, parce que ces sociétés-là, presque, disons, relèvent du pays de l'oncle Sam. Justement. Qu'est-ce qu'il faut ces sociétés, bien que privées, mais qui sont américaines. Bien que privées, mais qui sont américaines. Ça veut dire que certaines, disons, décisions de l'administration Trump peut exposer ces différentes entreprises américaines vraiment à des coûts qui peuvent les anéantir. Jusque-là, Apple qui quand même se maintenait à travers sa force de frappe et à travers le monde, parce que on parlait même d'une part, c'est vrai qu'il y a, on parle d'assemblage dans d'autres pays, notamment la Chine, mais la force aujourd'hui de cette société-là, on parle aussi également de Meta qui était déjà dans un tas de problèmes bien avant cette décision. Est-ce que cette décision va encore mettre à l'agonie Meta? Il faut attendre voir, c'est-à-dire les jours à venir, pour tirer une conclusion. Peut-on parler d'une décision contestée, Yamsa Cheikh? Une décision contestée, oui, parce qu'à la suite de cette condamnation, Apple a aussitôt dénoncé une décision qui le cible injustement et a indiqué que le groupe ferait appel tout en poursuivant le dialogue avec la Commission européenne. Donc il fallait s'y attendre. Apple quand même, c'est une grande société. C'est un géant. C'est un géant dans le monde numérique. Et avec cette décision, on peut comprendre qu'il fallait s'attendre à une contestation. Donc tout cela va peut-être finir devant les tribunaux, s'il faut le dire ainsi. Et donc, il faut s'attendre. Mais ce qui est sûr, Mohamed, il faut attendre cela. Mohamed l'a rappelé tout à l'heure. Tout ça, c'est causé par rapport à ce que décide aujourd'hui Donald Trump sur le marché mondial. Parce que Donald Trump qui veut vraiment refaire
la carte du marché mondial en privilégiant l'Amérique. D'abord. Les autres ont compris. Et alors que l'Amérique est en train d'exercer aussi chez les autres. Donc, oui. il faut vraiment pas se laisser faire. Appliquer le principe de réciprocité. Tout ça, oui. Ça amène un climat de méfiance sur le marché mondial. Ce qu'il faut dire, c'est que l'Europe, les États-Unis, nous connaissons très bien ce qui se passe aujourd'hui, puisque ce sont des alliés quand même militaires. Quand nous prenons l'OTAN, Mohamed, aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est l'Europe tout entière qui y chiaise. Il y avait la sécurité aussi européenne qui était soulevée par Donald Trump. L'administration Trump l'avait dit clairement qu'on ne peut plus continuer de financer la sécurité européenne. Donc l'Europe qui est prise en tenaille entre l'augmentation du droit douanier, mais aussi la sécurité elle-même qui est aujourd'hui est mise en prix. Parce que tout simplement, les États-Unis l'ont dit clairement, si vous voulez qu'on vous sécurise, mais vous payez plus. Et contrairement à ce que les États-Unis l'ont dit ici, l'Union européenne tout entière leur devait en ce qui concerne ce que Trump qualifie de déficit, budgétaire ou fiscal. Il avait dit clairement que l'Europe devait aux États-Unis plus de 300 milliards. Donc, comparativement à ces 700 millions en tout, on peut dire que c'est une goutte d'eau dans un océan pour les États-Unis. C'est pourquoi aujourd'hui les revendications sont minimes en termes, disons, inter-européennes. Tout simplement avec ces différentes décisions jugées parfois même radicales de l'administration Trump. Vous voyez, on consent tout parce qu'on n'a presque pas de force, c'est-à-dire de contester toutes ces différentes décisions. Si vous savez que vous dépendez sécuritairement, c'est-à-dire sur le plan sécuritaire, de quelqu'un, vous allez faire attention à ce que vous allez revendiquer face à la personne. Tout cela aujourd'hui devrait quand même amener l'Afrique elle-même d'abord à prendre conscience de tout ce qui se passe entre l'Europe même et les États-Unis, entre le reste du monde et les États-Unis, et tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si vous l'évolution du monde, le monde change. C'est nous qui sommes juste derrière par rapport aux instances. Nous observons, nous continuons d'observer. Nous, on continue d'observer, on continue de confier notre vie ou nos différentes vies, c'est-à-dire aux autres. C'est ce qui fait aujourd'hui que l'Afrique, ça ne peut pas continuer. Parce que quand il s'agit de construction d'infrastructures, il faut toujours tendre la main. On dit souvent, vous tendez la main, c'est la politique de ventre. On ne peut pas vous nourrir et puis vous allez nous contester. La main qui donne, c'est elle qui dirige. Évidemment, sur un certain nombre de faits. On nous impose certaines choses aussi. Mais c'est la réalité des choses. La géopolitique, c'est aussi cela. Il faut quand même dire que dans tout cela, moi je vois l'Afrique quand même orpheline, démunie, c'est-à-dire dépossédée de toute sa force. Parce que quand on parle d'une guerre... La faute à qui? D'une guerre... Mais nos dirigeants. D'une guerre de géants. Comment vous pouvez comprendre? C'est-à-dire que... Aux dirigeants africains qui manquent de vision. Donald Trump, c'est-à-dire, se lève un beau matin avec de telles décisions, avec beaucoup d'arrogance. Et on ne peut plus continuer à financer pour votre sécurité. Il faut tel, vous nous devez tel. Je crois aujourd'hui, non seulement au-delà même de l'Europe, qui reste assez presque muette, je ne dis pas... Donald Trump qui démystifie l'Europe aussi, hein? Démystifie l'Europe parce que tout simplement aujourd'hui avec cette dette-là des États-Unis, il faut dire que c'est mal parti pour le reste, parce que moi je vois dans tout cela, c'est l'Afrique. De l'autre côté, l'Europe peut bien s'en sortir avec ce silence de cathédrale que nous observons aujourd'hui de la part de certaines nations européennes. Il faut dire que demain, il ne faut pas occulter le fait de voir Donald Trump passer à la vitesse supérieure. Merci Mohamed Ba, et ça en est terminé pour ce dernier numéro de la semaine. Yamoucha Seck, merci. Merci Yahya. Merci Mohamed Loba. Merci à la tous. Technique Mamadou Diallo. À la télé, nous avons Salimatou Sissé. À la réalisation, Michel Ouamnou. Merci de votre fidélité encore une fois. On se reprend la semaine prochaine. Bonne week-end chez vous.